Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, évidemment, on a, nous, une approche très superficielle des écosystèmes terrestres. Pour nous, c'est ce qu'il y a, par exemple, à l'image. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour le coup, les écosystèmes terrestres, en fait, ils sont souterrains. Ils sont dans le sol. Et je voudrais vous montrer ça à la fois en termes de quantité d'espèces, mais aussi en termes de fonctionnalité. Et donc, mon premier point, ça va être de vous montrer à quel point ce sol est vivant et habité. La première chose qu'il faut imaginer dans le sol, il faut oublier ce que l'on voit, il faut oublier les animaux. Ça, vous allez voir, c'est secondaire, en fait. Ce qu'il faut, c'est regarder les microbes. Alors, ces microbes, c'est à la fois des champignons, sachant que ce qu'on appelle champignons, nous, communément, c'est l'organe reproducteur, la partie qui produit des spores, et que ces spores, qui sont des petites cellules dispersées par le vent, elles germent très vite en filaments qui font de l'ordre d'un centième de millimètre. Et ça, ces filaments-là, ils vont se ramifier, ils vont grandir. Alors là, c'est très accéléré, hein, et ils vont grandir dans le sol. Non seulement ils se ramifient, mais regardez bien, en plus, par endroits, ils réadhèrent entre eux pour former un réseau souterrain et microscopique dans toutes ces parties qu'on appelle le mycélium. Alors, quand il y en a beaucoup, vraiment, on arrive à le voir. Hein, vous le voyez là, un peu dans les aiguilles, qu'il y a sous la partie reproductrice du champignon. La plupart du temps, on ne le voit pas. Par contre, on peut le sentir. Hein, les sols riches en champignons, quand on les froisse, eh bien, on endommage l'acide linoléique des champignons et ça produit de l'octénol, une molécule qui a en fait l'odeur de champignon et dont vous savez qu'elle s'exhale quand vous préparez vos champignons, alors même que le champignon frais, tant qu'on ne l'a pas coupé, il n'a pas cette odeur. Donc, on ne les voit pas, les champignons du sol, mais on peut les sentir quand il y en a beaucoup. Et quelque part, le nez nous parle mieux que les yeux. Alors, plus petit encore, parce qu'il y a plein de façons d'être des microbes. Hein, être invisible, ça ne dit pas vraiment la taille. Là, on arrive au millième de millimètre. Ce sont les bactéries. Elles vivent en cellules séparées ou en petits groupes, voire en très courtes chaînettes, comme chez les actinobactéries. Et je vous ai mis là un streptomycès parce que c'est une de ces actinobactéries que vous pourriez connaître parce que les actinobactéries sont sources d'antibiotiques. Ça, c'est intéressant parce que ça montre d'ailleurs que la biodiversité du sol peut servir à la santé de façon un peu indirecte. Hein. La plupart de nos antibiotiques sortent du sol et beaucoup d'entre eux, l'actinomycine, la streptomycine, proviennent de bactéries du sol. Bien. Donc ça, c'est un peu pour faire l'éloge des actinobactéries, mais elles ont encore une autre caractéristique, ces actinobactéries, c'est que c'est elles qui produisent la géosmine, une molécule qui a sans doute des rôles repoussants pour certains consommateurs de bactéries, mais on n'en est pas très très sûr. En tout cas, c'est ce qu'on appelle l'odeur de terre. Et là encore, vous voyez qu'il y a des bactéries qui ne se voient pas, mais qui se sentent, et que de nouveau, parfois l'odorat est meilleur conseillé que la vue. Voilà pour les actinobactéries, qui sont un petit groupe de bactéries parmi plein d'autres. Alors, qu'est-ce qui nous reste en microbes? Il nous reste les amibes. Alors, les amibes, ça a des tailles variables. Hein. Souvent, c'est 10 ou 100 fois plus gros qu'une bactérie, à peu près de la taille d'un champignon, mais ça peut être beaucoup plus gros. Et c'est fait de cellules qui se déforment. Et cette déformation leur permet, vous voyez, de se déplacer, mais aussi de temps à autre d'avaler euh, littéralement des bactéries ou des particules du sol. Vous connaissez sans doute les plus gros de ces organismes sous le nom de blobs. Hein, ils ont été vulgarisés sous ce nom-là. Il y a effectivement quelques amibes qui sont assez grosses pour être visibles à l'œil nu. Mais ce n'est pas l'essentiel des amibes. Bon. Et ces amibes, elles sont vraiment importantes parce que, en fait, elles consomment des bactéries. Vous voyez que quand on rajoute des amibes dans un sol qui en a été expérimentalement privé, il y a moins de bactéries. Alors vous allez me dire, c'est dommage qu'il y ait moins de bactéries, mais en fait, non. Parce que certaines des bactéries sont en concurrence avec les plantes pour les ressources du sol et elles sont beaucoup plus efficaces pour se nourrir. Sans le broutage permanent des bactéries par les amibes, il n'y aurait pas de plantes. Parce que les plantes n'arriveraient pas à attraper le phosphate et l'azote. Mais les bactéries sont consommées par des amibes qui rejettent des déchets sous une espèce de forme d'urine où elles recyclent donc de l'azote et du phosphate assimilables par les plantes. Voilà le principe des amibes. Quand elles mangent des bactéries, elles rejettent un tiers d'ammonium, un tiers d'azote sous forme organique et elles en gardent un tiers. Bon, ça, c'était les microbes. Alors maintenant, vous avez peut-être envie qu'on parle d'autres composants du sol. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi il pense en priorité après les microbes?
Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Les virus? Alors ça, c'est pas bête, mais je ne vais pas en parler du tout parce qu'on ne les connaît pas. Bon, ils sont 10 fois plus petits que les bactéries, donc ils n'ont pas d'autonomie pour fabriquer leurs composants cellulaires, et donc ils parasitent d'autres cellules. Mais on n'a pas grand-chose à en dire là, aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'en connaît pas grand-chose. Mais c'est une bonne remarque, hein. Et encore, hors des microbes, Tu as des réponses dans le chat. alors je vais ouvrir le chat. Oui. Donc, on a les insectes du sol ou les protozoaires, les Ouais. nématodes. Les protozoaires, les amibes en font partie. Il y a d'autres groupes que je n'ai pas décrits. Mais avec les nématodes, vous passez aux animaux. Et en fait, vous avez loupé les racines. Parce qu'il y a surtout des racines dans le sol. Et après, il y a un peu d'animaux. Alors, vous n'avez pas tort, hein. Il y a des animaux. Vous avez ici un petit acarien qui court. En bas à droite, un colambole, qui est un insecte sans ailes. Un petit pseudoscorpion qui n'est pas très loin évolutivement des araignées, et qui n'est pas un vrai scorpion. Encore un colambole. Des nématodes qui sont des tout petits vers qui ont la taille des filaments de champignons. Acarien, sur du mycélium d'ailleurs. Un mille-pattes, là, ça nous ramène de nouveau pas très loin des annélides, d'un point de vue évolutif. Un ver, un vrai ver, alors beaucoup plus gros que les nématodes, hein. Celui-là n'est pas rose, mais des insectes. Alors oui, il y a énormément d'animaux dans le sol, mais il y a énormément de groupes d'animaux, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que comme ils sont assez gros pour être vus directement ou avec une loupe, bon, déjà, ils cachent les racines parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir les plantes, voilà. Et puis, ils cachent les microbes que de toute façon, on ne pourrait pas voir. Bien. Il y a donc du vivant à plein d'échelles, et vous voyez que finalement, quand on regarde les échelles, on se dit, ben oui, nous, on peut voir que le haut du pavé, en quelque sorte. On peut voir que le haut du pavé, et c'est dommage, parce qu'en fait, le sol est surtout microbien. Un gramme de sol, vous voyez, c'est des milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes, plus d'autres protozoaires que je n'ai pas décrits. Et à l'hectare, et c'est là qu'on voit vraiment les chiffres bruts, c'est 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et 1,5 tonne d'animaux. Mais il ne faut pas s'étonner de ça. La plupart du temps, les animaux, ils ne mangent pas la matière organique morte du sol, hein. Ils mangent des microbes ou des racines. Et il ne peut pas y avoir plus de mangeurs que de mangeailles. Voilà, ça c'est une règle. Alors si vous croyez à la croissance, vous pouvez le croire différemment, hein. Mais avec 1 kilo de ressources, on fait 100 grammes d'organismes qui consomment ça. Et du coup, il y a moins d'animaux que de microbes et de racines parce que tout simplement, il y a moins de mangeurs que de mangeailles, c'est tout. 25% des espèces connues, celles qui ont un nom, vivent dans les sols. On sait aujourd'hui, en les détectant avec l'ADN, et c'est quelque chose que mes équipes de recherche utilisent en routine, qu'il y a plein d'autres espèces inconnues et que pratiquement, en fait, on a donné des noms, on ne connaît vraiment que moins de 1% des espèces de microbes. Un inventaire récemment publié par l'INRA nous disait qu'il y a plus de 115 000. Alors, c'est vraiment un archi-minimum parce que leur effort d'inventaire était très limité quand même. Déjà très coûteux et très méritant, mais limité. Il donnait 115 000 espèces de bactéries dans un pays à 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux et 6 000 espèces de plantes. Vous réalisez le truc. Ça remet les choses à la place. La vie est microbienne et surtout, elle est sous terre, où se trouve entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante et entre 60 et 90% de la matière organique totale. Bon, je pense avoir planté le décor, ça se passe sous terre et la surface n'est que la périphérie des écosystèmes terrestres, n'est que le pelage des écosystèmes terrestres. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier les vers de terre, parce que s'ils sont là, c'est que tout le reste est là. Mais ça veut dire que quand on pense vers de terre, on le reverra, il faut penser vie microbienne derrière. Pas de commentaires? Pas de questions? Bon, ben, on continue. On continue et pour le coup, on va voir maintenant que au-delà de cette diversité, voilà, on a un sol qui est fabriqué par la vie. Alors, regardez plutôt. Les mécanismes qui s'opèrent dans les sols sont en fait liés à la vie du sol. Le premier, c'est que la matière organique qui tombe au sol, eh bien, elle disparaît, elle se décompose. Et ça, on le voit bien quand il n'y a pas de sol. Dans les allées gravillonnées ou bétonnées, on est obligé de ramasser les feuilles. Il tombe au sol, bon an, mal an, 2 à 5 tonnes par hectare et par an de matière organique.
Et quand vous regardez de cette vieille étrait des Vosges, pardon, du Massif central, c'est une forêt de 150 ans, il y a 5-6 ans de feuilles par terre. Il n'y a pas 150 ans de feuilles. Comment est-ce que ça disparaît? Ben, c'est simple. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ce que je vais dire va paraître très simple, hein. En fait, les microbes, ils consomment la matière organique et ils la font disparaître, comme là, des bactéries qui sont en train d'attaquer une pomme. Alors, bien sûr, il y a de l'évaporation, mais il y a ce qu'on a entrevu tout à l'heure avec les amibes. Quand un organisme mange de la matière organique, ça lui sert à grandir, encore que pas toujours, hein. Regardez vous-même, quand vous mangez, ben, ça ne vous sert pas vraiment à grandir, sauf des ongles et des cheveux. Mais enfin bon. Et une autre grande partie de ce qu'il a pu faire rentrer dans son organisme, il le respire pour faire de l'énergie. Et ça redonne du CO2, mais pas seulement. Il faut comprendre que la respiration, c'est la dégradation par l'oxygène. C'est comme un feu, hein. C'est la dégradation des molécules pour en libérer l'énergie. Dans une cellule, ça ne fait pas de chaleur ou de lumière, hein, ça fait juste de l'énergie pour que la cellule fonctionne. Mais ça fait surtout, avant tout, ça fait des déchets. Et ces déchets, c'est du CO2, bien sûr, qui s'échappe, mais aussi des cendres. Vous avez déjà brûlé du bois. Et c'est dans les cendres, en fait, qu'on retrouve tout le reste d'azote, de phosphore, de calcium, de potassium, etc. Tout ce qui était lié à la matière organique et qui ne peut pas partir sous forme de CO2. En gros, c'est ce que nous, on expulse dans l'urine, de l'azote et du phosphate notamment. Alors ça, c'est important parce que la décomposition, c'est non seulement la disparition de la matière organique quand elle arrive au sol, mais c'est la libération de fertilité. Je vous montre maintenant un rond de sorcière. Alors, ce rond de sorcière, il est manifesté au sol par les organes reproducteurs, mais vous comprenez que ça veut dire que le mycélium est en couronne. Et il est en couronne pour une raison toute bête. Il mange la matière organique du sol, il est apparu à partir d'une spore qui s'est posée au beau milieu de ça, et cette spore, elle a fait des filaments qui ont grandi en toutes directions. Mais au centre, dans les parties où le mycélium est là depuis le plus longtemps, il a mangé toute la fraction de la matière organique qu'il consomme, et il est maintenant mort d'inanition. Il n'y a plus rien à manger. Et vous avez au bord une zone qui est en croissance vers l'extérieur. Donc en fait, il y a une couronne qui est déterminée par un front de mort à l'intérieur et un front de croissance à l'extérieur. Et dans la zone où le champignon est vivant, il se nourrit activement, c'est-à-dire qu'il consomme de la matière organique, ça lui permet de grandir, mais aussi de respirer, et donc, en conséquence, de faire des déchets, CO2, azote, phosphate. Et maintenant, regardez mieux le rond de sorcière. Vous voyez que l'herbe pousse beaucoup mieux en dessous, là où est le mycélium, en dessous des champignons. Et en fait, ça veut dire qu'on voyait très bien l'effet fertilisant de la décomposition, qui est non seulement une disparition de matière organique, mais aussi une fertilisation. À certaines saisons, on ne voit les ronds de sorcière que comme un rond d'herbe grasse qui manifeste l'activité du mycélium. Voilà dans un paysage du nord de l'Italie. Voilà donc un paysage avec d'énormes ronds de sorcière de 50 à 100 mètres de diamètre qui, pour le coup, sont marqués par une meilleure croissance de l'herbe là où ils se trouvent. Parce qu'une fois de plus, cette décomposition libère de la fertilité. Et oui, Pasteur faisait remarquer que si les microbes disparaissaient du globe, eh bien la surface de la Terre serait encombrée de cadavres en tout genre, animaux et végétaux, parce que sans microbes, la vie deviendrait impossible. L'œuvre de la mort, dit-il, serait incomplète. L'œuvre de la mort serait incomplète parce que ce qui la rend complète, c'est la décomposition qui défait la matière organique et soit refait du vivant, soit surtout refait de la fertilité. Le sol est bourré de matière organique, mais elle est en devenir sous l'effet du vivant. Bon. Il y a aussi la matière minérale. Ils sont des morceaux de la roche qui se trouvent sous le sol. Et cette matière minérale est aussi en devenir, regardez. Je vais mettre ici un petit cristal d'apatite, un cristal qui est riche en phosphore et qu'on peut trouver dans plein de roches comme le calcaire ou les granites. Si je mets ça à tremper 6 mois dans l'eau, la surface paraît non altérée. Bon, c'est pas vrai, ça a un peu fondu, mais pas beaucoup. Si je rajoute quelques gouttes de jus de sol dans lequel il y a des microbes, je m'aperçois qu'au bout de 6 mois, cette fois-ci, la surface est complètement grêlée, altérée, et au fond des trous, il y a des microbes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont attaqué cette roche pour en libérer le phosphore et en partie s'en nourrir. En fait, quand on met une roche dans l'eau, c'est un peu ce qui se passe dans les sols, hein, parce que les sols retiennent l'eau, on y reviendra, et du coup les roches se mettent à fondre, mais c'est très lent. C'est lent, mais c'est important parce que ça libère de la fertilité. Bon, les microbes font des croûtes à la surface des roches qui
avec du mucilage qui les assemble, va retenir l'eau et augmenter le temps de dissolution. Et en plus, localement, ils vont produire de l'acide qui va augmenter la solubilisation de la roche. Ça, l'altération, c'est un phénomène qui est surtout, en termes de vitesse, un processus biologique. Ils se servent au passage, mais il y a des fuites. Et donc, l'action de ces microbes libère encore davantage de calcium, de fer, de potassium, de phosphate, d'oligo-éléments, que n'en libère la simple dissolution de la roche. Le processus est gouverné par le vivant. Et vous voyez qu'il en va de la matière minérale comme de la matière organique. C'est en train de devenir de la fertilité, c'est en train de disparaître sous l'effet du vivant. Alors, il n'y a pas que de la matière organique et de la matière minérale, il y a aussi des trous dans le sol où il y a de l'eau et des gaz venus de l'atmosphère. Mais vous savez, ces gaz aussi sont en devenir sous l'effet du vivant. Regardez plutôt. Plus on s'enfonce dans le sol, moins il y a d'oxygène, parce qu'il y a plein d'organismes qui respirent. Et plus vous êtes en bas, plus il y a de chances que l'oxygène ait été capturé par un organisme qui se trouve au-dessus. Cette respiration est productrice de CO2, et plus vous vous enfoncez dans le sol, plus il y a de CO2. Ben oui, il s'échappe par le haut, mais il y a un peu des embouteillages en bas. Vous voyez que même les gaz du sol sont modifiés par le vivant. Et il est un gaz de l'atmosphère qui est extrêmement important parce qu'il va amener dans le sol un élément qui ne pourrait s'y trouver sans cela, parce que pour le coup, il n'est pas présent dans la roche. Quelqu'un a une idée de quel élément il s'agit ? Au silence. Moi, j'ai aucune idée. Je regarde. Il y a Le carbone, ben non, il vient de la photosynthèse. Et puis, de toute façon, il y en a sous forme de carbonate. Oui, l'azote, évidemment. L'azote. Oui, c'est bon, n'en jetez plus, c'est bien, c'est l'azote. Vous y êtes. Alors, effectivement, il n'y en a pas dans la roche. Et or, à partir d'un certain moment, quand le sol s'est formé, il y en a qui tournent entre le sol et la plante. D'où vient-il ? Examinons un instant ensemble les plantes dites fixatrices d'azote, comme les légumineuses. Trèfle, luzerne, haricots, pois. Nous, on les connaît, ces plantes-là, parce que dans l'alimentation, c'est ce qu'on appelle les protéagineux, ces graines qui sont riches en protéines. Ces plantes-là sont extrêmement riches en protéines, donc très riches en azote, pour une raison qui n'a rien à voir avec elles directement, mais avec des bactéries qu'elles hébergent et qu'elles nourrissent sur leurs racines dans des espèces de petites protubérances qu'on peut voir en arrachant ces plantes avec délicatesse toutefois. Ces nodosités donc contiennent des rhizobiums, et ces rhizobiums, nourris par la plante, sont capables de convertir l'azote gazeux, de l'azote atmosphérique, donc, mais qui est rentré dans le sol, en acide aminé. Il y a aussi des bactéries libres qui font ça, comme des azospirillum ou des azotobactères. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces bactéries-là sont obligées de se nourrir en carbone par ailleurs. Et donc, elles ont beaucoup moins de ressources que les rhizobiums qui sont greffés sur la plante. Et les rhizobiums, non seulement donc, ils capturent beaucoup d'azote pour faire des acides aminés pour eux, mais ils en donnent également à la plante, et ça explique que les plantes fixatrices d'azote, qui botaniquement sont en gros, pour faire simple, les légumineuses, ça explique que ces plantes soient très riches en azote. À la mort de ces bactéries, à la mort des racines de ces plantes, ou même à la mort des feuilles, tout ça est décomposé, mais cette fois-ci, la décomposition ne va pas redonner de l'azote atmosphérique, mais elle va donner du nitrate ou de l'ammonium, elle va donner de l'azote qui, cette fois-ci, est dans le sol. Et c'est ainsi que le sol est la porte d'entrée de l'azote. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que les agriculteurs, sans connaître les bactéries et sans connaître l'azote, maîtrisent très bien, depuis l'Antiquité, on recommande de semer des légumineuses, maîtrisent très bien ces bactéries. Ils le font comment ? C'est tout bête. Ils plantent des légumineuses. Et vous voyez que par rapport ici à un champ d'orge, un champ de luzerne, les bactéries associées aux luzernes sont non seulement plus abondantes dans le sol rhizosphérique, c'est-à-dire celui qui entoure la racine, j'ai même pas dit les nodosités, j'ai dit autour, c'est parce qu'il en ressort tout simplement, mais même dans le sol libre. Et donc, en fait, semer des légumineuses, c'est une façon de piloter des bactéries fixatrices d'azote. On fait ça depuis des millénaires, et pour le coup, ça nous donnera une bonne leçon pour la suite. Ce n'est pas la peine de vouloir introduire des microbes, il faut juste avoir les gestes qui gèrent les plantes qui les nourrissent. Atmosphère, matière organique et roche sont donc mariées par la vie. Et quand on est arrivé là,
on comprend bien que le sol est fait par la vie, mais on n'a pas encore tout compris parce qu'il nous manque une dernière animation pour le coup, c'est celle qui va mélanger les sols, qui va les touiller, et ça se voit très bien sur cette image. Si vous l'examinez un instant, vous verrez qu'il y a des pierres jusqu'en haut du profil de sol et qu'il y a de la matière organique brunâtre jusqu'en bas, mais beaucoup moins. En fait, s'il y avait de la pierre sur laquelle tombaient des feuilles mortes, on aurait une zone à matière organique et une zone à matière minérale. Quelque chose est en train de mélanger de proche en proche, et ça rend continue la transition de la pure matière organique de surface à la pure matière minérale de profondeur. Qui mélange, je vous le donne en mille. Alors, je n'ai pas regardé le chat, mais je suis à peu près certain Les vers de terre. qu'on a entendu les vers de terre. Effectivement, les vers de terre, et tous les animaux d'ailleurs, quand ils se déplacent dans le sol, ils le bousculent. Et ça, c'est ce que font aussi les taupes, c'est ce que font les nématodes, c'est ce que font les acariens. Ça, c'est un premier niveau de mélange. Mais ce niveau-là, qui est commun à tous les animaux, c'est pas le plus important pour les vers de terre. Les vers de terre, ils mélangent autrement. Regardez plutôt. Le ver de terre, qu'est-ce qu'il mange? De la matière organique, certes, mais il serait erroné de conclure que c'est ça qui digère le mieux. Il digère un peu la matière organique du sol, des bouts de feuilles mortes, des choses comme ça. Mais en fait, ce qui digère le mieux, c'est les bactéries qui se développent dessus. Pour ça, il va falloir bien broyer la matière organique pour extraire le jus de bactéries. Et donc, il prend des grains de sable qui, dans son jabot, un peu comme pour les poules qui prennent des petites pierres, va l'aider à broyer tout ça. Sauf qu'en broyant la matière organique, c'est des restes de feuilles, il va libérer tout un tas de toxines qui sont souvent présentes dans les tissus de plantes et qui les défendent. Des tanins, des terpènes, des alcaloïdes, bref. En fait, il va libérer des choses toxiques pour lui. Et donc, il mange de très, très grandes quantités d'argile qui a exactement le même rôle que la smectite, qui est une argile, du smecta quand vous avez des problèmes dans le tube digestif. Ça bloque, ça retient les toxines dans le tube digestif, ça les empêche de rentrer dans l'organisme et d'abîmer les cellules de l'épithélium intestinal. Et du coup, il mange beaucoup d'argile parce qu'il y a beaucoup de toxines qui sont libérées. Quand il fait des crottes, il va se produire deux choses qui vont contribuer à mélanger le sol. La première, c'est qu'il va faire ses crottes en surface, parce qu'il n'y a pas la place dans le trou. Donc, faisant ça, vous le voyez très bien, il enfouit ce qui vient de tomber. Il enterre ce qui vient de tomber au sol, il enterre la matière organique. Alors ça, c'est génial d'ailleurs parce que comme elle va être plus humide, il y a des bactéries qui vont se développer dessus et il va pouvoir manger ça après. La deuxième chose, c'est que vous voyez dans les crottes ici, vous voyez très très bien qu'il y a de la matière organique et de la matière minérale mélangées. Et oui, il y a tout ce qu'il n'a pas digéré de la matière végétale, plus des grains de sable, plus de l'argile. Et ça, c'est vraiment un mélange très très fin qui est propre au ver de terre. Et puis, il faut remarquer une chose, c'est que ces crottes, c'est quoi? C'est de la matière organique broyée, donc où les bactéries vont pouvoir se développer très facilement, des grains de sable et d'argile. La crotte de ver de terre de 8 jours, de 8-10 jours, c'est le meilleur aliment des vers de terre. Très souvent, ce que les vers de terre font, c'est qu'ils remangent leurs crottes pour redigérer de nouveau ce qui s'est développé, parce qu'il y a absolument tout ce qu'il faut pour faire un bol alimentaire parfait. Et voilà comment les vers de terre enfouissent les choses. Vous avez ici un cimetière dont les pierres tombales, plus elles sont anciennes, plus elles sont enfouies. Et ça, c'est quelque chose qu'avait remarqué Darwin. Il avait mis un petit peu de poussière de craie dans son jardin et d'année en année, il suivait l'enfouissement de cette poussière de craie. Et cette poussière de craie, elle lui a permis de calculer une vitesse d'enfouissement de la matière organique dans le sol. Et cette vitesse d'enfouissement, il l'a aussi extrapolé à la datation de gisements archéologiques, mais il s'est un peu planté parce que pour le coup, rapidement, les vers ne vont plus chercher en dessous parce que c'est trop profond et l'enfouissement finit par s'arrêter. Donc ces âges étaient très très sous-estimés. Alors dites-moi, arrivé à ce point, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il n'y a jamais eu de vers en Amérique du Nord. Jamais. Bon, maintenant il y en a et c'est une vraie catastrophe écologique d'ailleurs parce que les plantes et les organismes du sol ne sont pas adaptés. Donc, il y en a des introduits, mais il n'y en avait pas. Et puis, il y a des sols où il n'y a non seulement pas de vers de terre, mais pratiquement pas d'autres animaux, comme par exemple les sols des Landes, ou les sols, alors des Landes de Bretagne, ou les sols des Landes d'altitude. Qu'est-ce qui mélange dans ces cas-là?
Alors, ai-je des réponses? Personne? Il y a les racines Ah oui, absolument. Pardon. Effectivement, il ne faut pas oublier que les plantes sont là. C'est toujours ces racines qu'on oublie. Et que le principe de la plante, c'est de mélanger. Alors, je reviens à ce mélange. Vous l'avez là, mon diaporama? Le tiers de la biomasse de la plante se trouve sous terre. Et les racines, c'est des choses qui vont en fait être une sorte d'injection, leur croissance par leur extrémité est une injection de matière organique dans le sol. D'abord parce que pour croître sans être blessées, elles sécrètent du mucilage qui permet la réorganisation des particules de sol. Ensuite, de leur vivant, elles libèrent la matière organique, à la fois parce qu'il y a des accidents et des fuites ou des cellules mortes, mais aussi parce qu'elles sécrètent activement des substances antimicrobiennes, ou en tout cas qui trient les microbes qui vont coloniser cette fraction de sol qui entoure la racine et qu'on appelle la rhizosphère. De plus, il y a aussi tout un tas de composés qui désherbent. Bon, quand vous prenez une plante comme la reine des prés, si elle est la reine des prés, si elle est toute seule, c'est qu'elle sécrète de l'acide salicylique par ses racines et cet acide salicylique est toxique pour les autres plantes. Le noyer ne fait pas autrement. Le noyer est toxique pour certaines plantes, pas toutes, hein, mais une partie de la juglone qui explique cette toxicité vient par les feuilles mortes, mais une autre partie est sécrétée par les racines. Et d'ailleurs, on a un peu oublié que les céréales pouvaient désherber, elles sécrètent des tanins azotés qu'on appelle les BOA et DIMBOA, hein, c'est les abréviations des noms, qui tuent les plantes autour, par les racines. Alors, comme ça coûte très cher à produire, la sélection de céréales qui produisent plus de grains est passée par des céréales qui produisent très peu de BOA et de DIMBOA. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir si on ne pourrait pas resélectionner des céréales qui, même si elles ont un rendement légèrement moindre, désherbent toutes seules, j'allais dire biologiquement, par le biais de ces substances-là. Bref, du vivant de la plante, de 10 à 40%, du vivant de la racine, pardon, de 10 à 40% des produits de la photosynthèse sont émis dans le sol, en profondeur. Cependant que la racine fonctionne, puis éventuellement meurt, parce que toutes les petites racines ne deviennent pas grandes. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous avez laissé dans le sol de la matière organique de racines mortes. Au total, la racine amène entre 1 et 5 fois plus de carbone dans le sol que la chute des feuilles et des branches et des parties aériennes. C'est vraiment une machine à injecter du carbone. Cependant qu'en fonctionnant, la racine, eh bien, elle extrait les sels minéraux, azote, phosphate, potassium, qu'elle place dans les feuilles, et quand ces feuilles meurent, eh bien, tout ce qui n'a pas été récupéré dans la feuille revient au sol, mais en surface, alors qu'il a été extrait en profondeur. Et ça, c'est une contribution moins forte que celle des animaux, qui en moyenne est moins forte que celle des vers de terre, mais une contribution réelle à brasser le sol. Et puis, il y a une dernière chose qui mélange le sol, ou qui brasse et qui déplace des choses dans le sol. Alors, entendons-nous, hein, on est sur des intensités de brassage décroissant. Je vous écoute. Les animaux, les plantes. L'eau. Alors l'eau, elle ne brasse pas, elle entraîne verticalement. Et elle crée d'ailleurs une nécessité de remélanger, parce qu'elle, elle descend tout. Donc oui, l'eau, elle déplace, ça c'est vrai. La gravité aussi, mais il y a autre chose qui mélange au sens de remanier et aller contre les lois de la physique. En tout cas, de la physique sans vivant. Ah. Alors, vous avez vu un film tout à l'heure. Le complexe énergétique qui ne mélange pas. Hein. Alors, je regarde ce que j'ai dans les réponses. Oui, il y a le travail. Ouais. Donc, dans le chat, il y avait l'eau, il y a le travail du sol. Le complexe énergétique, non, ça, c'est une structure qui est faite par le caca des vers de terre. C'est la crotte de vers de terre, en fait, le complexe argilo-humique, hein, la plupart du temps. Et ça retient les sels minéraux, ça les empêche peut-être de filer, mais non. Eh bien, écoutez, les amis, c'est que vous n'avez pas encore retenu complètement que dans le sol, il y a des microbes. Et donc, c'est des microbes qu'il faut chercher. Alors, les microbes, c'est les champignons. Vous avez vu tout à l'heure une image de croissance de filaments.
où on voit très bien une croissance qui est intrusive et qui déplace du matériel là d'où il a été exploité vers les zones en croissance. Les champignons, alors c'est moins fort que les racines, mais ils déplacent des choses, et la preuve qu'ils déplacent des choses, c'est que les racines des plantes les utilisent pour ça. Dans 9/10 des cas, ce qu'on appelle racine ne contient pas, contient du champignon, alors même qu'elles sont saines, des champignons qui sont présents dans le sol. Du coup, cette association entre la racine et des champignons du sol, on parle de mycorhize, myco, le champignon, rhiza, la racine, parce que même si à l'œil, ça ressemble à une racine, en fait, en vrai, c'est un organisme. Et ces racines, elles ont la caractéristique de donner du sucre aux champignons, donc de le nourrir, un peu comme tout à l'heure les rhizobiums, et en échange de recevoir du champignon de l'eau et des sels minéraux qu'il a été capturé dans le sol. Cette interaction, elle permet d'augmenter le contact avec le sol par rapport au seul contact de la racine au sol. Le contact du champignon au sol est 10 000 fois plus important. Et c'est important pour des ressources comme le fer ou le phosphore qui sont peu solubles et qui donc ne se déplacent pas, ne peuvent pas circuler avec l'eau vers la racine. Il faut aller les chercher où ils sont. Et comme un filament est 1000 fois et 100 fois moins cher en carbone qu'une racine, parce que c'est plus fin, vous avez une efficacité accrue d'un facteur 1 million. C'est quand même, ça vaut la peine, d'autant plus qu'il y a une protection contre les pathogènes par le champignon. Donc non seulement le champignon est convoqué pour déplacer des ressources, je vous avais parlé d'un mélange, certes, pas important, mais vous voyez qu'il y a des déplacements, mais en plus, vous avez une protection contre les pathogènes parce que pour le champignon, la santé de la racine est vitale. Regardez ce qui se passe plutôt quand on infecte avec un phytophthora, donc un pathogène violent, des Camesiparis qui ont grandi avec, en bleu, ou sans champignons mycorhiziens, ces champignons qu'on appelle les gloméromycètes techniquement. Vous voyez que quand c'est mycorhizé, il y a 5% de morts. Quand ce n'est pas mycorhizé, il y a 5% de survivants. Oui, il y a un effet phytosanitaire. Et alors en plus, cet effet phytosanitaire s'accompagne d'un autre effet, c'est que ces filaments peuvent coloniser plusieurs plantes, c'est-à-dire que le même mycélium peut être présent sur les plantes de 2 racines, de 2 individus de même espèce ou d'espèces différentes, et parfois il y a des flux de matière. Et ça, c'est une des choses qui rend intéressant, même vraiment intéressant, l'agroforesterie. C'est que dans l'agroforesterie, vous êtes en train d'entretenir des arbres qui vont avoir leurs feuilles après la récolte des céréales, d'accord ? Tandis que les céréales auront leurs feuilles avant. Donc vous avez assez peu de compétition pour la lumière, mais surtout, vous allez nourrir les champignons mycorhiziens plus longtemps dans l'année, parce que ces champignons, sans racines, ils sont morts. Donc quand on a une période de l'année où il n'y a rien qui pousse, ils sont crevards. Et un des aspects intéressants de l'agroforesterie, c'est d'augmenter et la nutrition des champignons et leur diversité. Là, vous avez un dispositif assez intéressant où vous voyez le pourcentage de racines mycorhizées dans le blé, les mauvaises herbes, entre guillemets, et le noyer. Et ensuite, vous voyez, à 3 mètres du noyer, la colonisation du blé. Vous voyez que le blé, il est moins colonisé loin du noyer que près du noyer. Et quand on regarde les espèces, d'ailleurs, on s'aperçoit que les espèces qui colonisent le blé près du noyer sont non seulement celles qu'on trouve sur le noyer, mais aussi celles qu'on trouve sur les mauvaises herbes qu'il y a sous le rang là, et qu'on ne peut pas traiter. Vive les mauvaises herbes, pour le coup. Bien. Donc, voilà, les colonnes, là, c'est en noir le taux de mycorhisation et en gris le nombre de cellules colonisées par du champignon qui permettent les cellules où se font les échanges entre les partenaires. Vous voyez que le mariage du sol, ce mariage entre la matière organique, la roche et l'atmosphère qui fait le sol, ce mariage, il est chorégraphié par la vie. Et d'ailleurs, c'est important parce que c'est ça qui fait les trous. C'est quoi les trous du sol ? C'est des racines mortes, c'est des trajets d'amibes, c'est des filaments de champignons morts, c'est des trajets de vers de terre. Et les trous qui sont formés, ils contiennent de l'eau ou de l'air. Quand ils sont petits, ils peuvent même retenir l'eau par capillarité, même quand elle s'écoule par ailleurs. Et ce qui est absolument génial dans ce dispositif, c'est qu'en plus, ces trous faits par le vivant, ils sont stabilisés par la matière organique qu'a laissé le vivant, le caca d'amibe, le mucilage de vers de terre, le filament de champignons morts.
Tout ça, ça stabilise les grains du sol et ça évite que ces trous ne s'effondrent. Ça fait des trous super stables. Oui, il faut bien imaginer que le déplacement d'une amibe, ça fait des trous. Et ces trous-là, eh ben, ils ont la taille de trous qui retiennent l'eau et pas d'eau, et pas des trous où l'eau s'écoule. Bien, alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Je regarde dans le chat, je n'en vois pas. Il y avait aussi une petite question sur c'était quoi le nom de la substance qui était sécrétée par les céréales qui était toxique. Je pense que c'était ça la question. Alors, c'est BOA et DIMBOA. Alors, j'ai fait un livre dont vous allez avoir la couverture, je pense, à un moment. Excusez-moi, comment ça s'écrit? J'ai beaucoup de mal avec ce terme, je n'ai pas bien compris. BOA Oui, en majuscule, parce que c'est une d'accord. abréviation. Ah, ok. Et ça veut dire? Alors, je suis en train de chercher parce que je vous avoue que je n'en sais foutre rien. Je l'ai su, hein, mais bon. C'est des acides hydroxynamiques, d'accord? À la base. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais les noms exacts, je vais vous les retrouver, je vais vous les mettre dans le chat, d'accord? Mais on s'en fiche. C'est les acides hydroxynamiques, BOA et DIMBOA, et c'est des substances effectivement extrêmement prometteuses, sauf que comme elles coûtent cher à fabriquer, ben, alors ça arrive, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez tout avoir dans la fenêtre de discussion. Merci. Si tu veux. Oui, et il y avait une autre question. Après, on pourra remettre la signification exacte de bois dans le chat, Marc-André, on peut regarder en parallèle. Mais il y avait une question sur. Alors, ça peut être repris à la fin pour revenir Oui. sur l'absence de vers de terre en Amérique. Ah ben, on peut le régler tout de suite parce que c'est pas une histoire. Voilà, il se trouve que lors des dernières glaciations, les vers de terre, ils ont disparu en Amérique. Voilà. C'est bon, c'est pas de chance pour eux, c'est pas très grave, hein. Je cherche en même temps, c'est pour ça que voilà. Il y a des tout petits vers par endroit, mais et puis il y a des animaux. Donc là-bas, les sols, ils étaient brassés autrement. Ils étaient, il faut le dire, hein, un peu moins riches, ça c'est sûr. Ah mais je cherche pas dans le bon livre, c'est pour ça que je trouve pas. Bon, j'ai été beaucoup plus simple dans ce livre-là, et ce qu'il faut que je recherche, c'est ce livre-là. On y arrive, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, en fait, il y a des vers asiatiques et européens qui sont introduits, mais la vie du sol et les racines ne sont absolument pas, adaptés à ça. Et donc, c'est assez, ça se passe très très mal. Alors, pourquoi je n'arrive pas à trouver ça? Ça va arriver. Et sinon, j'en profite pour faire remonter une autre question. Peut-on envisager une mycorhisation artificielle des grandes cultures, par exemple le blé, pour favoriser leur développement et compenser l'absence d'arbres dans les grandes parcelles? Et déjà, il faudrait mettre des arbres dans les grandes parcelles. Parce que les grandes parcelles, ça s'érode beaucoup. Donc, il faut mettre des haies, il faut mettre des arbres dedans. Donc là, il n'y a pas. Bon, et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce qu'il faut, si vraiment on n'a pas d'arbres, c'est mettre des intercultures. Parce qu'on en retourne à ce que je disais tout à l'heure pour les rhizobiomes du sol, hein. Ça fait des générations qu'on les cultive, tout simplement en mettant des plantes. Donc, ce qu'il faut, c'est agir sur les plantes. Ces inoculants sont en général pas locaux, donc c'est des choses introduites, ce qui n'est pas très très bon, hein, introduire des espèces, voilà. Et d'autre part, alors est-ce que je vais y arriver à trouver ce truc-là? C'est un peu lent, hein. Donc d'une part, ils ne sont pas locaux. D'autre part, quand on introduit une ou deux espèces, on n'est pas sûr qu'il y ait les bonnes espèces pour les cultures qu'on va faire. Non, ce qu'il faut, c'est entretenir de la diversité de champignons mycorhiziens en plantant des couverts. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on plante? Comme toutes les plantes ne nourrissent pas les mêmes champignons, on plante des couverts intermédiaires, ce qu'on appelle les cultures dérobées variées. Voilà. Est-ce que l'aération... On a encore des questions, hein, qui arrivent là, petit à petit. On va relancer une bonne batterie. Je pense qu'on pourra aussi les reprendre après si ça vous intéresse.
J'en pose une. Donc, est-ce que l'aération excessive en profondeur peut être nocive pour les bactéries anaérobies et quelles conséquences ça pourrait avoir? Je pense qu'un rapport au travail du sol, un labour profond, par exemple. Non, peut-être pas l'aération excessive en profondeur est nocive pour les bactéries. Alors, on va en reparler de ça, d'accord? Si on n'en parle pas assez, vous me direz. Alors voilà, je vous ai mis ça dans la fenêtre de discussion, mais enfin, c'est bon, voilà. Je vais vous mettre ça. Et puis, il n'y a pas, malheureusement, on y arrive. On va rediscuter de ça, hein. Donc voilà, les molécules désherbantes, ça c'est une chose, d'accord? Et pour ce qui est BOA et DIMBOA, je vais vous mettre un site web. Il y avait quelqu'un qui proposait pour la signification de BOA benzisothiazolone. Voilà, dans le chat. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, effectivement, c'est des acides benzoxynamiques. On appelle globalement la grande famille des acides hydroxynamiques. Alors, je vais mettre ça dans la fenêtre de discussion. Là, j'en ai mis donc 2 déjà. Là, c'est la page pour le DIMBOA et c'est la grande famille des acides hydroxynamiques. Voilà. Alors, c'est toute une famille, hein, et toutes les plantes n'émettent pas la même chose, hein. Et pour le coup, c'est souvent les formes oxydées qui se forment dans le sol qui sont les plus actives. En gros, ça pète les mécanismes épigénétiques des autres espèces, qui sont des mécanismes très importants dans la régulation du génome. Voilà. Bon, alors on va pouvoir reprendre notre pérégrination et répondre en particulier à la question à laquelle là, je n'ai pas vraiment répondu. Voilà. Il y avait 2 autres questions dans le chat, mais je pense qu'on pourra y revenir après aussi. Oui, on va avancer un peu. Alors, d'habitude, ici, je parle du rôle du sol dans plusieurs paramètres, la fertilité de l'océan, le cycle de l'eau, mais je voudrais juste vous parler du climat. Bon, l'effet de serre, vous le savez, hein, c'est quelque chose qui s'est produit bien avant que l'homme soit sur Terre. Il y a toujours eu des gaz qui réchauffent le climat. Et ces gaz, pour le coup, font que la Terre est vivable. Il ferait quand même moins 50 degrés sur Terre si on n'avait pas d'effet de serre, hein. Donc, voilà, c'est quelque chose qui rend la Terre vivable. Les sols ont tout le temps produit des gaz à effet de serre, en respirant, par exemple, mais aussi quand ils respirent en absence d'oxygène. Alors ça, c'est plus dur à concevoir, mais il faut que vous réalisiez que dans le monde bactérien, on peut utiliser autre chose que de l'oxygène pour respirer. C'est un des moments où on sent que nous, en surface, nous n'avons pas accès à toute la diversité des fonctions qui s'opèrent. On l'avait déjà vu un petit peu tout à l'heure avec l'idée qu'il y avait des bactéries qui fixaient l'azote dans le sol, ce qui n'est pas quand même un truc vraiment intuitif pour nous. Dans un sol où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, ou dans des petites portions de sol ennoyées où il n'y a pas d'oxygène, il y a des respirations au CO2 ou au nitrate qui sont possibles. C'est pas très rentable, mais quand il n'y a que ça, faute de grive, hein, on se contente de merle. Et pour le coup, les déchets sont respectivement pour le CO2, le méthane, et pour le nitrate, le protoxyde d'azote ou gaz hilarant. Et tout ça, c'est des gaz à effet de serre, le méthane étant facilement 50 fois plus efficace que le CO2 et le protoxyde d'azote, lui, 240 fois plus efficace que le CO2. C'est donc des gaz à effet de serre vraiment puissants qui sont émis. Et ça a façonné le climat de la planète de tout temps. Et nous, quand on arrive par là-dessus, eh bien, on augmente la contribution du sol aux gaz à effet de serre. On l'augmente en labourant. Labourer, ça aère, ça aide à respirer. D'ailleurs, les sols agricoles sont beaucoup plus clairs que les sols forestiers autour parce qu'ils ont déstocké de la matière organique, ils libèrent du CO2. On compte que depuis que l'homme laboure, il a libéré 2 fois plus de CO2 qu'il n'en a libéré depuis qu'il utilise des combustibles industriels. Alors, il l'a libéré plus lentement et dans un contexte où le climat tendait à se refroidir. Ce qui fait que les quelques 8-10 000 ans de libération de CO2 qu'on a derrière nous, c'est quelque chose qui a stabilisé le climat. Ce qui n'est pas du tout le cas des émissions à la fois fortes et récentes industrielles, qui, elles, sont en train de transformer radicalement le climat. Mais vous voyez, ce n'est pas nouveau, cette histoire. Alors, en plus, quand on irrigue, ça aide le sol à faire du méthane et du protoxyde d'azote. Et quand, en plus, ça, c'est la double peine, dans un sol
riche en eau spontanément ou bien irrigué, on rajoute des nitrates, bon, je ne vous fais pas de dessin, hein, on se retrouve là avec très rapidement un encouragement à l'émission de protoxyde d'azote. D'ailleurs, l'agriculture émet, les sols agricoles émettent 80% des émissions anthropiques de N2O en France. Regardez, vous regardez cette carte, on voit le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, le bassin parisien, sauf les zones anthropisées, la plaine du Rhin, la plaine de Saône et du Rhône, la plaine de Limagne, mais pas les sols de Languedoc-Roussillon qui sont très ressuyés et secs. Voilà. Alors, c'est une catastrophe parce que finalement, on s'aperçoit que l'homme est en train d'émettre aussi de l'effet de serre par sa gestion des sols, alors qu'en fait, les sols devraient être une solution. J'aimerais attirer votre attention sur l'initiative du 4 pour 1000. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette initiative qu'on doit à Stéphane Le Foll, qui, pour le coup, est basée sur un calcul qui est un calcul d'idées. Hein. Ce n'est pas du tout le programme dans le détail, c'est plus compliqué, mais l'idée, c'est que si chaque année, on augmente de 0,4%, soit 4 pour 1000, le stock de carbone du sol, de matière organique du sol, alors on a compensé les émissions de CO2 de l'homme cette année-là. Alors, attention, il ne s'agit pas de dire qu'on va pouvoir continuer à émettre du CO2, c'est plutôt pour résorber ce qu'on a déjà émis, sachant, vous savez, que la machinerie climatique, elle a quand même 10 ans de retard sur les émissions de CO2. Donc, ce qu'on a émis, là, on est à 10 ans de savoir quelle température ça fait, ou quel climat ça modifie. Bon. Deuxièmement, cette matière organique, on ne va pas aller la mettre partout. 0,4% dans tous les sols, c'est une vision de l'esprit. D'accord ? Donc, en fait, il faut voir que c'est juste un calcul qui montre que l'ordre de grandeur est acceptable. Et puis, l'autre problème, c'est de savoir quelle matière organique. Alors, évidemment, on pense tout de suite au fumier, évidemment, et on voit ici que l'agriculture végétale n'est pas l'ennemi ou la rivale de l'agriculture d'élevage, de l'élevage. Et puis, il y a notamment un animal. Quel est l'animal qui fait le plus de fumier en France ? Dites-moi. Vache. Alors, j'ai les vaches. Qui encore ? Dans le chat, on propose les poules. Mais moi, je vous propose L'homme. un animal auquel on ne pense jamais, mais qui fait du fumier, qui ne fait pas toujours le trier par rapport à des contaminants, mais qui serait bien inspiré de le faire, parce que là, non seulement il y a de la matière organique, mais en plus, savez-vous, il y a de l'azote et du phosphate. Alors, je ne vais pas montrer la cuvette des chiottes, parce que bon, c'est pas très, très reluisant, mais là, il y a aussi de la matière organique et de l'azote et du phosphate, et on est dans un monde de dingue, où on brûle des ordures, ou bien on met les produits de nos cuvettes de toilette dans des stations d'épuration pour se débarrasser de l'azote et du phosphate, pendant que nos agriculteurs rachètent de l'azote et du phosphate. Donc, non seulement là, il y a une solution climatique, mettre la matière organique dans les sols, mais il y a aussi une solution en termes d'engrais. C'est une solution double, et une solution en termes d'effet de serre. Alors, j'insiste vraiment là-dessus, hein, le 4 pour 1000, c'est une idée géniale. Le changement de gouvernement a un tout petit peu décéléré, mais pas annulé le mouvement de soutien à cette idée. Changement de gouvernement, donc, à l'arrivée donc, du gouvernement, des gouvernements Macron à la suite donc, de la défaite de Hollande. Non, pardon, la défaite de Hollande. Je suis en train de rêver une autre histoire. À l'arrivée donc de la Macronie, on a continué cette initiative, mais avec quand même moins d'enthousiasme, et c'est dommage, parce que vous savez, cette façon de stocker du carbone, c'est moins impactant que la forêt. Hein. La forêt, quand on a planté la forêt, on ne peut pas la déplanter, il faut la garder. Et donc, ça vient préempter l'utilisation de l'espace de nos enfants. Alors que remettre du carbone dans les sols, ce n'est pas mauvais pour les sols, on va en reparler ensemble. D'ailleurs, c'est l'objet qui va suivre. Hein. Et pour le coup, c'est quelque chose qui améliore les sols. Bon, donc ça permet à nos enfants de faire ce qu'ils veulent. Alors, la deuxième chose dont je voudrais vous parler, outre le climat, je voudrais vous parler d'autres aspects du labour. Parce qu'on a dit que le labour, ce n'est pas bon pour le climat, parce que ça augmente le déstockage de matière organique et parce que, pour le coup, ça aère le sol, mais ce n'est pas bon pour plein d'autres choses. D'abord, tous les travaux du sol, là, ce n'est pas un labour, hein, là, c'est juste un travail superficiel du sol, c'est un holocauste. Les oiseaux qui sont là pour manger des animaux, et puis il faut que vous imaginiez les mycéliums des champignons. Les mycéliums des champignons sont détruits par ce genre de travail.
Regardez plutôt le nombre d'espèces de champignons dans un sol sans en vert et avec labour en orange. Évidemment, il y a tout un tas de champignons qui ne peuvent pas cicatriser. Et les rondes sorcières, vous avez ça dans les pâtures, vous avez ça dans les bois, vous avez ça dans les jardins. Vous n'avez jamais ça dans un sol labouré. Si on examine les bactéries, on s'aperçoit que là, en revanche, on a plus de bactéries. Mais, on a plus de bactéries, mais on a beaucoup plus, parce qu'on a plus d'oxygène, parce qu'on a des champignons qui ont disparu et qui étaient en concurrence avec ces bactéries, d'accord? Donc le changement de conditions de milieu et le fait qu'il n'y ait plus certains champignons, ça favorise les bactéries. Ah oui, parce qu'elles sont toutes petites. Donc statistiquement, les bactéries, elles ont surtout des chances de se retrouver dans un grumeau de sol plutôt que déchirées par le labour, d'accord? Donc elles survivent bien et pour le coup, si on s'arrête là-dessus 2 secondes, on pourrait se dire, en termes de biodiversité, la somme n'a pas changé, mais rappelez-vous que la biodiversité, c'est aussi la diversité des fonctions, et il y a des fonctions que les bactéries ne font pas. Je vous en cite 2. Dégrader la lignine dans le sol, il n'y a que les champignons qui font ça. C'est qu'un truc de champignons. Et la lignine, c'est quand même 30% de la biomasse végétale. Autre chose, faire des mycorhizes, c'est un truc d'organisme filamenteux, les bactéries ne font pas ça. Donc, d'un point de vue fonctionnel, on y perd. Évidemment, on a beaucoup moins de matière organique dans les sols agricoles, je vous l'ai dit. Je vous montre la carte, ici on retrouve le bassin aquitain sauf les Landes, le bassin parisien sauf la forêt de Fontainebleau et la forêt de Compiègne. La Limagne, Rhône, Saône, Languedoc-Roussillon ne fait pas exception. Là, c'est des sols d'ailleurs qui sont très oxygénés, même sans labour, donc ce n'est pas des sols riches en matière organique. Alors, cette perte de matière organique, elle a une conséquence grave, c'est que la matière organique, en plus des aspects climatiques, elle rend cohérent le sol. Elle attache les morceaux. Elle est collante. Et du coup, quand il pleut, votre sol, il part. Il part et on est habitué à ces eaux colorées, à ces eaux chargées de particules de sol, alors qu'en fait, quand vous allez en forêt, l'eau, elle n'est pas complètement claire, parce qu'il y a quand même de l'érosion, mais il y a beaucoup moins d'érosion. Le labour est une catastrophe qui augmente d'un facteur 10 l'érosion. Les sols, le bassin parisien s'érode à la vitesse des sols alpins. Et vous avez une expérience assez ancienne, qui date de 1876, de labour continu dans une université américaine, c'est le Morrow Plots. Cette parcelle expérimentale, il y a une zone d'accès qui n'est pas labourée. Et vous voyez qu'il manque 50 cm de sol, alors qu'on n'est pas dans un secteur où le sol il est en pente, à cause de l'érosion éolienne et de l'érosion hydrique. Il manque 50 cm en pratiquement 150 ans. Et d'ailleurs, les grandes cités antiques sont souvent entourées de sols, en Méditerranée notamment, sont souvent entourées de sols squelettiques, alors qu'elles n'ont pu être construites que là où il y avait de la nourriture, donc au milieu de grandes plaines fertiles. Certes, on a eu un problème de changement climatique, il faut bien le dire. Le climat n'est plus tout à fait le même qu'à l'époque où ces cités ont été construites, mais en réalité aussi, on est là face à 5000 ans de labour. D'ailleurs, c'était même moins que du labour, c'était de l'arrérage techniquement, mais peu importe. Et puis aussi un peu de surpâturage qui a laissé le sol nu, pauvre en matière organique, qui a laissé le sol partir en miettes. Vous voyez que l'histoire de l'augmentation de l'érosion, c'est quelque chose de faramineux. On est sur des échelles logarithmiques. Depuis que l'homme gère les écosystèmes, ils partent en miettes à la baille. Et il y a un chiffre sidérant qui est que la perte de matière des sols, l'érosion des sols, nous prive chaque année, on perd chaque année l'équivalent en potentiel de récolte, on perd chaque année l'équivalent de ce que produisent toutes les terres agricoles de l'Inde. Alors ça ne se voit pas, parce qu'on a de plus en plus de surface agricole, on met de plus en plus d'engrais, on a des variétés de plus en plus efficaces, et apparemment, la production agricole augmente. Mais en fait, ça inclut une baisse de la production agricole par une baisse de la productivité ou de la capacité des sols à nourrir les plantes. À court terme, labourer, c'est rentable. Ça désherbe, ça aère et ça rend poreux et ça remonte de la fertilité. Je m'arrête un instant là-dessus, ça désherbe. Vous voyez qu'un organisme qui vit 1/3 sous terre, 2/3 sur terre, il est tué par le labour. Vous comprenez donc que le labour, ça va tuer aussi fortement quelque chose qui est complètement sous terre.
Donc, à court terme, nos anciens ne se sont pas trompés. Remonter de la fertilité, aérer, rendre poreux, désherber, c'est pas mal. Mais à long terme, ça perturbe la vie des sols, ça détruit la matière organique des sols, le fait que ce soit poreux, et en plus, ces pores, ils finissent par s'écrouler parce qu'ils ne sont pas stables, et ça fait une érosion accrue. À long terme, le labour n'est pas une option. L'option, c'est d'avoir des sols non labourés et toujours couverts de cultures en hiver. Ici, on vient de semer dans des champs qui sont à gauche labourés et à droite non labourés et couverts en hiver. Oui, d'ailleurs qu'à droite, il y a beaucoup plus de matière organique dans ces sols. Ben oui, parce que la culture intermédiaire en hiver, elle est simplement laissée joncher sur le sol et elle s'incorpore dedans. Ces sols-là sont en train de refaire de la matière organique parce qu'ils ne sont pas labourés, donc ils respirent moins. Et en plus, il y a de la matière organique qui est fabriquée en hiver et qui est laissée au sol quand on sème la récolte suivante. Bien. On voit très bien qu'à gauche, le sol, l'eau ne rentre pas dedans, parce que certes, il y a eu labour, mais après le labour, le tassement a écrabouillé tous les pores, parce que ce n'est pas des pores stabilisés par de la matière organique. Et puis, bon, le sol est plus blanc, et puis il est moins haut qu'à droite. Effectivement, moi j'étais là à la photo, il y a 20 cm de différence. Et ce n'est pas l'érosion, parce qu'il n'y a que 10 ans de travail non labouré sous couvert. Non, non, c'est juste la différence des trous. Parce que les trous, c'est la vie qui les fait. Alors, maintenant, je vais vous avouer une chose. Ces sols-là, oui, alors, avant que je vous l'avoue, regardez, on a ici une méta-analyse de plein de travaux qui montrent pour des façons de calculer la quantité de cellules microbiennes en haut et en bas le nombre d'espèces. Ça montre l'effet de l'arrêt du labour et du passage en agriculture avec des cultures dérobées en hiver, c'est-à-dire des cultures intercalaires semées pour des raisons techniques. Alors, vous voyez que tous les paramètres sur le nombre de microbes sont augmentés d'en gros 20 à 30%. Il y a plus de cellules microbiennes. En revanche, les paramètres sur le nombre d'espèces n'augmentent pas beaucoup. Ce n'est pas étonnant, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas eu d'extinction massive dans les sols de chez nous, dans les sols tempérés. Il y a surtout un écroulement des populations microbiennes. Donc, on ne réinvente pas de nouvelles espèces, parce que pour le coup, il y a eu peu de disparition d'espèces. Mais par contre, et ça c'est très mauvais parce que c'est le début de l'extinction, on a un écroulement des quantités de microbes. Et vous voyez très bien là qu'on les redresse. Alors en fait, dans le détail, il faut que je vous avoue une chose, c'est qu'en dehors des régions où la culture gèle en hiver, la plupart du temps, on utilise du glyphosate. Et quand on utilise du glyphosate, c'est le désherbage chimique de la culture intermédiaire, vous voyez que les effets sont quand même moins bons. Ils sont bons, par exemple sur l'ensemble, la quantité de lipides, de microbes. On a des effets qui sont positifs, mais ils sont encore plus positifs si on fait du désherbage mécanique. Désherbage mécanique, ça veut dire à la main. Ça veut dire que pour les grandes cultures, pour l'instant, on ne sait pas faire. Et ça, c'est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, on sait améliorer les sols en ne les labourant plus et en les plantant en hiver, mais ça passe par l'utilisation du glyphosate et on aimerait, et ça améliore de fait les sols, mais on aimerait que ça s'arrête. Alors, on aimerait que ça s'arrête, pourquoi ? Parce que maintenant, dans un troisième temps, après vous avoir parlé de l'effet de serre, du labour plus généralement, j'aimerais vous parler des intrants. Vous voyez que le glyphosate, par exemple, n'est pas tellement compatible avec la vie du sol. Il réduit la viabilité des spores des champignons mycorhiziens. Donc c'est un moindre mal que le labour, mais c'est quand même un mal. Le taux d'éclosion des cocons de vers de terre, alors les vers de terre vont très mal, quand on met du glyphosate, il en meurt beaucoup, mais même les cocons, qui sont les groupes d'œufs qui laissent, les cocons, vous voyez, il y en a beaucoup qui meurent au glyphosate. Donc le glyphosate, c'est une bonne stratégie en attendant mieux dans les sols non labourés, mais ce n'est pas une solution pour le long terme. Le cuivre. Alors, le cuivre, paradoxalement, ce n'est pas très grave, parce que si on n'en met pas beaucoup, du type moins de 4 kg hectare an, il y aura peu de toxicité pour les sols. Je m'explique. Quand le cuivre arrive dans le sol, il se retrouve scotché à l'argile, à la matière organique, il se retrouve immédiatement attaché. Et donc, il n'y a que celui qui vient d'arriver qui est libre et qui est toxique. Donc, si on n'en met pas beaucoup, il n'en arrive pas beaucoup au sol et la toxicité n'est pas élevée. En dessous de 4 kg hectare an, ça va. Ça va, mais ça ne va pas. Le cuivre, ce n'est pas parfait non plus, et c'est aussi un truc dont idéalement il faudrait arriver à sortir. Regardez plutôt l'image suivante. Ici, il y avait une vigne, nous sommes dans les Charentes. C'est des vignes assez espacées, mais quand même pas trop.
et on a planté des céréales. Ce que vous voyez, c'est que partout où il y avait la vigne, les céréales poussent mal. Par contre, au niveau de l'interrang de la vigne, elles poussent bien. Ça nous raconte qu'il y a du cuivre et que ce cuivre, il est lié à des particules du sol, organiques ou minérales, mais quand on change la culture, les sécrétions des racines déstabilisent certains de ces complexes et relâchent du cuivre qui est toxique. Et ça peut le faire pendant plusieurs années et ça veut dire qu'en fait, quand vous utilisez du cuivre sur une parcelle, vous ne pouvez plus changer de culture parce que si vous changez de culture, vous allez exposer ce que vous allez cultiver ensuite à la toxicité du cuivre qui est relâché. En même temps, vous remarquez que le cuivre n'a même pas eu le temps d'atteindre l'interrang avant d'être piégé. Et du coup, dans l'interrang, il a beau avoir plus de des kilos de cuivre sur le cavaillon, sur l'axe, sur les ceps, à l'interrang, il n'y a pas de cuivre dedans. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Et ça montre bien à quel point le cuivre est immédiatement lié par le sol, mais d'une façon qui est déstabilisable si on change de culture. Dernier point, les engrais minéraux. Alors, vous devinez que je ne les aime pas parce qu'ils sont une façon d'amener de la fertilité au sol sans amener de matière organique. Mais bien plus, comme on est obligé d'en mettre beaucoup, ils finissent à l'eau, en marée verte ou en marée brune. Il y a un autre effet dans le sol qui est très délétère. Quand on met des engrais minéraux, les plantes sont bien nourries et du coup, elles ne nourrissent plus les champignons puisqu'elles n'en ont plus besoin. Les champignons mycorhiziens diminuent en abondance. Mais les pathogènes, eux, ça ne change pas. Or, les champignons mycorhiziens, je vous l'ai dit, j'ai insisté là-dessus, ils limitent la probabilité d'attraper des maladies. Bon, pas complètement, mais ils réduisent les maladies des plantes. Et donc, vous voyez qu'on se retrouve avec une situation où finalement, quand on met des engrais, bientôt, on va devoir mettre aussi des pesticides. Alors, c'est important parce qu'il y a une solution qui est de revenir à la fumure organique. Et ça veut dire qu'il faut de l'élevage. Pas de l'élevage intensif, mais au moins de l'élevage extensif. Je termine brièvement avec la peine ultime. Vous voyez, on charge beaucoup les agriculteurs et jusqu'à présent, vous pourriez dire qu'ils ne font pas bien leur travail. Bon, vous savez, ils font le travail qui leur permet de vendre. Et donc, c'est surtout que les gens achètent mal, ce que je décris là. Mais surtout, les sols qui tuent vraiment les sols, pas simplement qui les esbinent, mais qui les tuent, ce sont les citadins. Et oui, les citadins. Les citadins qui, vous le savez certainement, augmentent la taille de leur ville et leurs infrastructures de transport, de telle sorte qu'on compte que depuis les années 70, c'est 10% de la surface agricole utile qui a disparu, soit la surface de PACA, à peu près, en terres agricoles qui ont disparu. Et comme c'est au voisinage des villes qui ont été installées sur des sols fertiles, c'est les plus beaux sols qui ont disparu. Ces sols agricoles les plus beaux de France, pensez au plateau de Saclay, pensez au Grand Paris, c'est à nos portes pour les Parisiens. Ce rythme de un département de terre agricole qui disparaît tous les 7 à 10 ans est insoutenable, d'autant plus que pour faire un sol fertile, il faut un millénaire. Alors évidemment, vous pouvez mélanger des gravats et de la matière organique et planter des géraniums. Mais refaire un sol fertile, on ne sait pas faire à l'échelle de milliers d'hectares. Or, nous sommes nourris par des milliers d'hectares. Et j'insiste là-dessus, il y a une loi là, qui nous engage que pour 2050, la loi zéro artificialisation nette qui vient de sortir, et il y a déjà, alors même que les décrets d'application ne sont pas sortis, et sans doute pour les amortir, une levée de bouclier des maires. Mais malheureusement, et quels que soient les modèles de développement économique qui demandent des banlieues pavillonnaires ou des zones industrielles, il n'y a pas photo, les amis, il n'y a pas photo. C'est vital d'entretenir nos sols. C'est vital parce que c'est eux qui font ça, c'est eux qui font nous, notre santé, vous l'avez vu même avec les antibiotiques, notre alimentation, et on ne peut pas s'en passer. J'ai essayé de défendre ça dans une BD, Sous terre, avec Mathieu Burgnat, dont je suis conseiller scientifique, et puis un livre un peu plus épais mais plus détaillé, aussi L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'attention de ceux qui le piétinent. Et bon, c'est un peu ma croisade actuelle. C'est que les gens réalisent à quel point ils sont dépendants des sols, à quel point les sols, c'est super, quoi. C'est géant, la façon dont ça fonctionne, c'est beau, et surtout la façon dont ça fonctionne, ça nous interdit certains gestes et ça nous en conseille d'autres. Ça y est, j'ai fini de parler.